Bonjour, vous venez de démarrer ce cours préenregistré sur la paralysie cérébrale. Alors nous allons voir la partie théorique et nous pourrons revenir ensuite au cours des séances pratiques, les aspects plus pratiques, les exercices liés à l'appareillage de ces enfants. Nous allons voir les définitions et tous les aspects cliniques de la paralysie cérébrale, les différentes causes que l'on peut trouver à cette pathologie. Et puis, nous parlerons des complications neuro-orthopédiques, des grands principes de la prise en charge en rééducation de ces enfants, l'appareillage, les différents types d'appareils que vous pourrez être amené à confectionner pour ces enfants, avant, en conclusion, de parler un petit peu du devenir à l'âge adulte de ces enfants. Donc, tout d'abord sur le plan clinique, on va d'abord parler de la définition. La paralysie cérébrale, alors c'est une définition que je vous demanderai de bien comprendre, de bien assimiler, parce qu'elle comprend tous les éléments de la clinique. La paralysie cérébrale, c'est l'association de troubles de la posture et du mouvement qui résulte d'une lésion cérébrale non progressive et définitive survenue sur un cerveau en développement. En développement, c'est-à-dire avant l'âge de 2 ans, soit pendant la vie fœtale, soit au moment de l'accouchement, soit dans les 2 premières années de vie. Cette lésion, elle est permanente, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est cicatriciel au niveau du cerveau, mais par contre, l'évolution, l'expression clinique va pouvoir être variable en fonction du temps, et chez le bébé, chez le jeune enfant ou après à l'âge adulte, les manifestations vont être différentes. Ça n'est pas une maladie avec une cause unique, mais c'est un ensemble de maladies qui ont des causes différentes, mais dont la prise en charge est similaire, et donc c'est pour ça qu'elles sont regroupées dans le terme paralysie cérébrale. Et puis on verra que vous avez certainement déjà entendu parler, ou vous allez entendre parler d'infirmité motrice cérébrale. C'est un terme qui est similaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. On parle de lésion cérébrale, juste un petit rappel anatomique très rapide. L'encéphale, ça regroupe le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Et donc une paralysie cérébrale, ça peut être une atteinte au niveau de ces 3 niveaux de l'encéphale. On a dit que c'était une lésion qui survenait sur un cerveau en développement. La particularité, c'est que le cerveau humain, il commence à se mettre en place entre 2 et 4 mois de gestation. Il continue à se mettre en place pendant la suite de la grossesse, mais il n'est pas encore mature à la naissance et il va continuer sa maturation tout au long de l'enfance, avec une organisation progressive et une immaturité qui est vraiment importante dans les 2 premières années de vie, et c'est ce qui fait que on va avoir une expression différente chez le très jeune enfant de ce qu'on peut avoir quand ça survient chez un grand enfant ou à l'âge adulte. Alors vous avez sûrement entendu parler déjà des termes infirmité motrice cérébrale. L'infirmité motrice cérébrale, en gros, c'est une paralysie cérébrale chez un enfant qui a uniquement un déficit moteur ou bien des problèmes intellectuels qui sont minimes, et par convention, on dit qu'une infirmité motrice cérébrale, c'est un enfant qui a une paralysie cérébrale avec un quotient intellectuel dans les limites de la normale supérieure à 70. On distingue aussi le terme d'infirmité motrice d'origine cérébrale, IMOC, et donc c'est l'autre versant des enfants paralysés cérébraux, c'est-à-dire les enfants paralysés cérébraux qui ont également des difficultés sur le plan intellectuel, avec une sous-efficience intellectuelle, donc un coefficient intellectuel inférieur à 70, et pour cette raison, ils vont avoir une espérance d'autonomie très réduite, compte tenu de la déficience intellectuelle associée. Donc le terme qui doit actuellement être utilisé, c'est celui de paralysie cérébrale,
qui est le terme qu'on trouve dans la littérature anglo-saxonne et au niveau international. Par contre, en France, on continue à parler du terme très français d'IMC, et donc c'est important que vous sachiez à quoi ça correspond, et notamment dans les stages dans lesquels vous allez passer, même parfois au niveau des examens, il est possible que vous tombiez avec des examinateurs qui utiliseront encore le terme d'IMC. Ces définitions d'IMC de paralysie cérébrale, elles ont un certain nombre de limites qu'il est important de connaître. C'est que on parle de troubles de la posture et du mouvement. Et c'est ça qui définit la paralysie cérébrale. Ça pourrait laisser croire qu'on n'a que des troubles de la posture et du mouvement et qui sont donc qu'un problème moteur. Or, l'organisation du cerveau étant ce qu'elle est, avec beaucoup de choses qui sont interconnectées, il y a très souvent des difficultés associées, même chez les enfants IMC qui sont censés n'avoir que des troubles moteurs. On peut avoir des déficits sur le plan sensoriel, sur le plan intellectuel assez léger, on y reviendra, voire des troubles du comportement. Et puis donc, je vous ai déjà dit tout à l'heure, et on va y revenir par la suite, que c'est pas une maladie, mais que c'est un ensemble de maladies qui ont en commun d'avoir la même description sur le plan clinique, mais avec des causes qui sont différentes. Et puis, on verra aussi que cliniquement, il y a des degrés de gravité qui sont très variables, et que même la distribution des troubles entre membres supérieurs, membres inférieurs, peut être variable d'un enfant à un autre. Et puis, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, la lésion est fixée, non évolutive, mais par contre, les symptômes vont pouvoir évoluer en fonction du temps. Un des éléments très importants, c'est donc le fait que ça survient sur un cerveau immature. C'est important parce qu'il va y avoir deux phénomènes un petit peu contradictoires qui vont se présenter. D'un côté, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est la capacité que le cerveau humain a de mettre en place des réorganisations au niveau d'un cerveau qui a été lésé pour activer des circuits dormants, pour créer de nouvelles connexions qui vont permettre, même s'il y a une partie du cerveau qui a été détruite, de récupérer certaines fonctions par la mise en jeu d'autres aires cérébrales. Et ces mécanismes de plasticité cérébrale, ils sont d'autant plus importants que le cerveau est jeune. Et donc chez le fœtus, chez le bébé, ces mécanismes de plasticité cérébrale sont beaucoup plus importants et donc avec un potentiel de récupération qui est beaucoup plus élevé. Et puis, à l'inverse, le cerveau d'un fœtus qui n'est pas encore complètement mis en place, il va pouvoir être complètement désorganisé s'il y a une partie du cerveau qui est lésée. Et donc une vulnérabilité qui est plus importante. Et donc vous voyez qu'il y a ces deux composantes, ces deux mécanismes qui jouent en même temps. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas très bien encore qu'est-ce qui va faire que la balance va pencher plus du côté de la plasticité ou plus du côté de la vulnérabilité. Ce qui est certain, c'est que le fait de prendre en charge précocement l'enfant, c'est un facteur qui est favorable et qui stimule la plasticité cérébrale. Mais après, il y a très probablement des questions de timing, de calendrier, qui font qu'il y a des zones critiques plus fragiles, et ça, pour l'instant, on ne le connaît pas encore parfaitement. Donc on a vu la définition de la paralysie cérébrale. On va voir maintenant les différentes causes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut juste que vous sachiez qu'il peut y avoir des causes très différentes et que plusieurs types de maladies qui touchent le cerveau vont pouvoir provoquer une paralysie cérébrale. Dans les causes les plus fréquentes, il y a tous les problèmes vasculaires, que ce soit une hémorragie ou un accident vasculaire cérébral, ou bien ce qu'on appelle une anoxie, le cerveau qui n'est pas bien irrigué au moment de l'accouchement. On va avoir ensuite un certain nombre de malformations du cerveau, de maladies génétiques, des causes toxiques, certains médicaments pris pendant la grossesse, et l'alcool font partie des causes toxiques qui peuvent provoquer une paralysie cérébrale. Ensuite, il peut y avoir des infections,
une méningite, une méningoencéphalite. Et puis les traumatismes crâniens, ça c'est essentiellement après la naissance. Et dans les causes de traumatisme crânien, il y a ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le cerveau du bébé étant particulièrement fragile, le fait de secouer un bébé pour le calmer ou quand les parents sont un petit peu fatigués, c'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais vous avez peut-être déjà entendu dire que c'est quelque chose qui peut créer des lésions cérébrales irréversibles. Et puis donc le moment de la lésion est variable, ça peut se passer ou pendant la vie utérine, ou au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, ou dans les 2 premières années de vie. Parmi les facteurs de risque, il y a la prématurité, alors pas un bébé qui arrive 2-3 semaines en avance, mais quand il naît 2-3 mois en avance, il y a une immaturité importante, une fragilité, un risque d'infection qui fait que le risque de paralysie cérébrale est beaucoup plus important, et notamment quand les enfants naissent à moins de 32 semaines d'aménorrhée. Vous savez que le terme normal c'est 40 semaines d'aménorrhée. Donc quand le bébé naît au moins 2 mois en avance, là le risque de paralysie cérébrale est beaucoup plus important. Et puis on va maintenant voir les différentes formes cliniques et on va voir qu'il y a différents tableaux de paralysie cérébrale. Il y a d'abord les formes topographiques, c'est-à-dire quelle est la partie du corps sur laquelle on a des troubles moteurs. Alors, je vous les ai symbolisés là-dessus. Dans les formes les plus fréquentes, il y a ce qu'on appelle la diplégie, c'est-à-dire que les problèmes moteurs sont au niveau des jambes. Il peut y avoir ce qu'on appelle la quadriplégie, c'est-à-dire qu'on a à la fois les 2 bras et les 2 jambes qui sont touchés. Une variante de la quadriplégie, c'est la triplégie, où il y a quand même une des mains, un des membres supérieurs qui fonctionne relativement bien. Et puis il y a l'hémiplégie, dans laquelle on a la moitié du corps sur laquelle on a des troubles moteurs. Et puis on peut aussi voir des difficultés uniquement au niveau d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur. Les formes les plus fréquentes étant la diplégie, la quadriplégie et l'hémiplégie. En pratique, les troubles moteurs vont apparaître progressivement et ne sont pas évidents à la naissance, sauf pour un spécialiste entraîné qui va pouvoir voir certaines anomalies, certains réflexes anormaux et déceler les difficultés dès le départ. Mais dans la mesure où le cerveau du bébé est immature à la naissance, on ne va pas voir de façon évidente qu'il y a des difficultés parce que la motricité est archaïque à la naissance et pas encore complètement définie. Et donc à la naissance, dans les 3 premiers mois, c'est rarement évident, sauf dans les atteintes très graves. C'est de 4 à 8 mois qu'on va commencer à constater un retard dans les acquisitions motrices, avec une hypertonie, une spasticité, j'y reviendrai par la suite, qui apparaît sur les bras, sur les jambes. Et puis, c'est surtout à partir de l'âge de 8 mois, jusqu'à l'âge de 1 an et demi, que le retard devient évident, avec un retard à l'acquisition de la station assise, plus important dans la quadriplégie ou la diplégie que dans l'hémiplégie où ça peut être moins apparent. Et puis, une faiblesse musculaire, un déficit antigravitaire, c'est-à-dire un retard dans la tenue de tête, dans la tenue de la station assise, puis dans la tenue de la station debout, une spasticité, une hypertonie au niveau des membres, un manque de sélectivité, parfois dans les atteintes légères on peut n'avoir que ça, c'est-à-dire il y a une motricité au niveau de la main, mais la main s'ouvre ou se ferme globalement, et il n'y a pas la motricité fine qui permet des mouvements fins, des mouvements de pince au niveau des doigts. Et puis, parfois, on a de la spasticité, mais parfois on a ce qu'on appelle des dystonies, c'est-à-dire comme des espèces de crampes musculaires, de contractions un petit peu anarchiques, de mouvements parasites, qu'on appelle des mouvements choréiques ou athétosiques. Je vous ai parlé de spasticité,
La spasticité, c'est une exagération du tonus musculaire, et c'est lié à l'exagération du réflexe myotatique. Alors ça vous rappelle peut-être des vieilles explications en anatomie, en neurophysiologie. Vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas que au niveau des muscles, on a ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires, qui sont des détecteurs de tension. Quand ces fuseaux musculaires sont activés, ça va entraîner une activation réflexe des neurones qu'on appelle les motoneurones alpha au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière, qui vont entraîner une contraction réflexe du muscle. Ça, c'est un réflexe qui est normal, qui permet l'adaptation du tonus musculaire en fonction de l'activité musculaire, mais normalement, c'est un réflexe qui est régulé par le cerveau, et quand il y a une anomalie au niveau du cerveau ou de la moelle épinière, on va avoir une exagération de ce réflexe myotatique qui entraîne une hypertonie permanente qui va être gênante avec soit des douleurs, soit des contractures qui vont gêner le mouvement. Et donc ce qu'on appelle la spasticité, c'est un désordre moteur qui est caractérisé par une exagération vitesse dépendante de ce réflexe d'étirement, de ce réflexe myotatique, avec une exagération des réflexes ostéotendineux, et ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome pyramidal. Quelques particularités des différentes formes topographiques. Dans la diplégie, on va avoir donc un retard à l'acquisition de la station assise, une marche qui est acquise tardivement quand elle est acquise, c'est-à-dire entre l'âge de 2 ans et 4 ans, et puis dans les formes les plus graves, ça peut être des enfants qui vont être en fauteuil roulant et qui n'ont pas du tout la possibilité de se mettre debout et de marcher. La spasticité est surtout importante sur les triceps, avec un équin, sur les ischio-jambiers, sur les adducteurs, et on a très souvent un valgus calcanéen associé. On va avoir de façon associée, dans les troubles associés, même si l'atteinte est une diplégie spastique, donc c'est dans les membres inférieurs, on va très souvent avoir quand même des petites difficultés en motricité fine, en précision pour réaliser les pinces au niveau des mains, même s'il n'y a pas de paralysie apparente. Et puis on va pouvoir avoir des petites difficultés sur le plan intellectuel, alors pas un retard intellectuel, mais des petites difficultés de concentration, des petites difficultés pour maintenir l'attention, et ce qu'on appelle une dyspraxie visuospatiale, c'est-à-dire des difficultés à se repérer dans l'espace, à voir en relief, à pouvoir balayer le champ visuel de façon précise, qui parfois peut être extrêmement pénalisant. Et donc après je vous montrerai des vidéos, ces enfants qui vont avoir tendance, quand ils marchent, à marcher en équin sur la pointe des pieds, et avec le temps, dans les formes les plus graves, la marche va pouvoir se dégrader à l'adolescence ou à l'âge adulte avec une tendance à marcher genoux fléchis, c'est ce qu'on appelle la marche en crouch. Pour la quadriplégie, c'est un tableau qui est à peu près similaire à celui de la diplégie, mais plus grave, avec des enfants qui ne vont pas pouvoir acquérir la marche, ni la station assise le plus souvent, et avec des difficultés très prononcées au niveau des mains, et des possibilités de préhension qui sont là aussi assez limitées. Il peut y avoir des troubles intellectuels plus importants, mais ce n'est pas systématique. Dans les jeunes patientes que je suis, il y a une jeune fille qui a mené toute une scolarité normale malgré des difficultés très importantes. Elle se déplace en fauteuil roulant électrique. Elle a aussi des difficultés importantes pour articuler, mais par contre, elle a fait toute une scolarité normale. Après, elle a fait maths sup, maths spé, des écoles d'ingénieurs, et elle a passé récemment une thèse de neurosciences dont j'arrivais à peine à comprendre le titre. Donc pas de difficulté sur le plan intellectuel. Et puis, il y a le cas de l'hémiplégie. Alors vous avez peut-être déjà vu, ou vous allez voir avec un autre enseignant, le cas de l'hémiplégie. Chez l'adulte, suite à un accident vasculaire cérébral,
Là, on a un tableau qui est similaire, avec un déficit de la moitié du corps, et des particularités. En général, l'atteinte est moins grave que chez l'adulte, avec quand même une motricité en partie préservée. Et c'est des enfants qui acquièrent quasiment toujours, dans 98% des cas, la marche, mais où les difficultés sont souvent plus importantes au niveau de la main, et qui vont nécessiter une rééducation, à la fois pour avoir une marche la plus harmonieuse, la plus fonctionnelle possible, et puis pour faire en sorte de développer au maximum les potentialités au niveau du membre supérieur, qui va souvent avoir tendance à être négligé si on ne met pas en œuvre tout ce qu'il faut. Donc on a vu les formes topographiques. On va maintenant voir que dans les troubles du tonus, il y a en gros 3 formes différentes. La forme spastique, je vous en ai parlé parce que c'est la forme la plus fréquente, donc c'est ce que je vous ai décrit. Mais dans certains cas, on ne va pas avoir de spasticité et on va avoir ce qu'on appelle une forme dyskinétique, avec globalement une hypotonie, c'est-à-dire que ces enfants qui sont tout mous, qui ont vraiment du mal à tenir assis, qui peuvent même avoir du mal à tenir leur tête, qui ont globalement les membres inférieurs et les membres supérieurs mous, hypotoniques, et puis leur motricité est parasitée par des mouvements dystoniques, par des contractures anarchiques qu'ils ne contrôlent pas, par des mouvements choréoathétosiques qui vont venir perturber de façon importante leur motricité. Et puis le dernier type, c'est ce qu'on appelle la forme ataxique, avec un syndrome cérébelleux, c'est le cervelet qui est atteint, et on va surtout avoir des problèmes d'équilibre, des problèmes de coordination, mais pas de spasticité et pas de dyskinésie habituellement. Donc on a vu que dans la paralysie cérébrale, on avait des formes topographiques différentes, qu'il y avait des formes spastiques, dyskinétiques et ataxiques. Et dernier point, on a également des niveaux de gravité différents. Et ça, c'est symbolisé sur ces schémas et c'est exprimé par une classification qu'on appelle les stades GMFCS, qui vont de 1 à 5. Et donc, quelle que soit l'atteinte, il y a des enfants qui ont une atteinte très légère, et donc qui vont acquérir la marche, qui vont avoir une vie quasiment normale, une motricité quasiment normale, mais qui vont pouvoir quand même être un petit peu gênés par rapport à un enfant normal et pas avoir exactement la même habileté, mais qui peuvent marcher, courir, monter les escaliers. Ensuite, il y a le stade 2, avec des enfants qui vont avoir une marche un petit peu plus lente et avoir besoin d'une rampe pour monter et descendre les escaliers, par exemple. Dans le stade 3, on a des enfants pour qui la marche va être très difficile et qui vont surtout se déplacer en fauteuil roulant. Et puis, sur les stades 4, c'est des enfants qui ne marchent pas et qui vont se déplacer en fauteuil roulant électrique. Et stade 5, c'est vraiment un handicap moteur très important. Et puis donc, pour conclure, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des déficiences motrices, c'est ce qui fait partie de la définition, mais qu'on a quand même très souvent des troubles associés. Et ces troubles associés, ça peut être des difficultés sur le plan visuel, un strabisme, des difficultés sur le plan visio-spatial. Il peut y avoir des problèmes sur le plan auditif. Dans certains cas, on peut avoir une épilepsie, et ça c'est toujours un facteur quand même de mauvais pronostic. Il peut y avoir des difficultés sur le plan cognitif, donc dans le cas des enfants IMOC, on a vu que ces difficultés cognitives, elles sont importantes, mais parfois c'est des difficultés légères, comme je vous disais, ça peut être des problèmes d'attention, de concentration, des difficultés au niveau de la compréhension fine, et puis il peut y avoir des troubles de la sensibilité associés. Les troubles ne sont pas évidents à la naissance et vont être de plus en plus évidents avec le temps. Et puis, on va voir maintenant que les problèmes orthopédiques vont pouvoir s'installer avec le temps si on n'arrive pas à les prévenir et qui vont pouvoir aggraver les choses. Donc le problème neurologique lui-même n'évolue pas, mais si des complications orthopédiques, si des rétractions s'installent,
ça va pouvoir provoquer des limitations au niveau moteur qui vont pouvoir venir aggraver le tableau initial.